Depuis leur début dans Full House jusqu'à leur empire de la mode valant plusieurs milliards de dollars, les jumelles Olsen ont enduré d'immenses luttes personnelles qui sont restées cachées aux yeux du public. Découvrez la tragédie indescriptible de la vie de Mary-Kate et Ashley Olsen et comment tout a mal tourné. Mary-Kate et Ashley Olsen sont nés le 13 juin 1986 à Sherman Oaks, en Californie. Ils faisaient partie d'une famille animée avec un frère aîné nommé Trent et une sœur cadette nommée Elizabeth, qui deviendra plus tard elle-même actrice. David Olsen et Jarnette ont finalement divorcé en 1995, ajoutant les demi-frères et sœurs Courtney Taylor et Jake issus du deuxième mariage de leur père. Même à un jeune âge, la vie des jumeaux était tout sauf ordinaire. Alors qu'ils n'avaient que 6 mois, ils ont été choisis pour incarner Michelle Tanner dans la populaire sitcom ABC Full House. Le créateur de la série, Jeff Franklin, a été fasciné par les jumeaux lors d'un casting ouvert. Notez à quel point ils étaient inhabituellement à l'aise avec des inconnus. Pour se conformer aux lois sur le travail des enfants qui limitaient la durée pendant laquelle un enfant pouvait travailler, Kate et Ashley ont alterné le rôle de Michelle, rôle qu'elles ont occupé pendant les 8 saisons entières de la série, qui s'est terminée en 1984. L'ascension rapide vers la gloire de Mary-Kate et Ashley a eu un coût personnel important. À 3 ans, leurs parents avaient embauché Robert Thorne comme manager et il a joué un rôle central dans la création de Dual Star, une société de divertissement qui a transformé les jumeaux en une marque. Cette décision a étendu leur influence au-delà de la télévision pour inclure les films, les livres, la musique et les produits dérivés. Remarquablement, à 6 ans, les jumeaux Olsen étaient les plus jeunes acteurs d'Hollywood. À l'âge de 10 ans, ils étaient devenus millionnaires, malgré leur succès. L'enfance des jumeaux n'a rien de typique. Dans une interview franche avec Nylon, Ashley a réfléchi à leurs premières années dans l'industrie et a expliqué à quel point ils ont été profondément impliqués dans l'entreprise dès leur plus jeune âge. Nous avons été très impliqués dans le processus dès le début, a-t-elle déclaré, alors que nous n'avions que 10 ans. Cependant, cet engagement avait un prix. Le travail constant ne leur laissait que peu de place pour être simplement des enfants. Mary-Kate a fait écho à ses sentiments dans une interview avec Marie-Claire en 2010, où elle a décrit son éducation comme quelque chose qu'elle ne souhaiterait à personne. Elle a expliqué à quel point le fait de regarder de vieilles photos lui faisait se sentir déconnecté de son passé et a comparé ses expériences au fait de jouer de petits acteurs singes. L'ascension fulgurante des jumeaux vers la gloire était plus un accident qu'un chemin planifié. Leur mère avait envoyé sur un coup de tête une photo des filles à une agence de casting, ce qui les avait amenées à jouer dans Full House. Cependant, le voyage ne s'est pas déroulé sans difficulté. John Stamos, qui jouait Uncle Jesse dans Full House, a admis que travailler avec les jumeaux était parfois difficile. Il a admis à Entertainment Weekly que ses pleurs fréquents rendaient le tournage difficile. À un moment donné, les producteurs ont même remanié le rôle. Mais finalement, Mary-Kate et Ashley ont été ramenés parce que leur remplaçante ne fonctionnait pas. Le Washington Post a rapporté que Mary-Kate avait réalisé la majeure partie du tournage de la première saison parce qu'Ashley avait trop peur pour être sur le plateau. Sa première renommée avait un côté sombre. La presse et l'opinion publique ont été implacables et ont souvent négligé le fait qu'ils n'étaient que des enfants. Dans un article publié en 1991, Jay Matthews du Washington Post a mentionné que sa famille était amoureuse des jumeaux malgré leur manque de talent d'acteur. Cette attention et cette pression constante ont contribué à ce que les jumeaux se débattent plus tard avec leur identité et leur santé mentale. L'histoire des jumeaux Olsen a pris une tournure plus sombre à mesure qu'ils grandissaient sous les projecteurs incessants. La vie après Full House ne consistait pas seulement à quitter une série bien aimée. Il s'agissait aussi de se frayer un chemin dans une famille qui se disloquait. En 1995, leurs parents, Dave et Johnny Olsen, ont divorcé, brisant la stabilité qu'avaient connue les jumeaux. Ce n'était pas n'importe quelle scission. Cela a coïncidé avec la fin de Full House et la dissolution de l'empire même qui avait fait d'eux des noms connus. Son père, Dave, avait entamé une relation avec Mackenzie, un collègue de son époque dans le secteur hypothécaire, avant de quitter le secteur pour Hollywood. Cette liaison a conduit à sa séparation d'avec Johnny. Juste 1 mois après que le divorce ait été rendu public, Dave a épousé Mackenzie.
C'est un tourbillon qui divise la famille. Ashley a sauté le mariage pour rester avec sa mère pendant que Mary-Kate y assistait. Une décision qui en dit long sur la fracture émotionnelle. Dave a essayé de garder son sang-froid et a dit que les filles allaient bien. Mais Johnny a gardé ses sentiments pour elle. Malgré le chaos à la maison, les jumeaux ont essayé de s'accrocher à une vie normale. Mary-Kate a mentionné un jour dans une interview en 1996 comment ils allaient à l'école, jouaient avec des amis et passaient des soirées pyjama. Ils ont fréquenté la Campbell Hall Episcopal School, une école privée de Studio City qui encourageait la curiosité et la découverte de soi. Mais soyons honnêtes, sa vie était tout sauf normale. Sa carrière est toujours passée en premier. Imaginez rater votre balle de promo parce que vous deviez animer Saturday Night Live. C'est exactement ce qui s'est passé. Au lieu de rouler en limousine et de porter des déguisements, ils faisaient de la promotion de leur film New York Minute. Ils en ont même plaisanté dans leur monologue sur SNL. Le chemin de Mary-Kate et Ashley Olsen vers l'âge adulte a été tout sauf facile. Après le chaos du divorce de ses parents et la pression de la célébrité, les choses ont pris une tournure encore plus sombre. Mary-Kate a commencé à se débattre avec quelque chose de beaucoup plus grave que ce que suggéraient les tabloïds. Au début des années 2000, des rumeurs sur l'état de santé de Mary-Kate ont commencé à circuler. Les médias ont été imprudents, ont utilisé un langage insensible et ont minimisé les problèmes graves. Avant l'âge de 18 ans, peu après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Mary-Kate a été admise dans un centre de réadaptation pour un trouble de l'alimentation. Son père et son thérapeute sont intervenus, craignant pour sa vie. Comme l'a dit une source à People, ils ne voulaient pas la retrouver morte par terre parce qu'elle n'avait pas mangé. Quelques mois plus tard, les jumeaux sont apparus dans l'émission The Oprah Winfrey Show. Oprah, connue pour ses interviews perspicaces, a raté le bout. Elle l'a insisté au sujet des rumeurs sur les troubles de l'alimentation et lui a même posé des questions sur la taille de ses robes. Ashley a essayé de détourner poliment. Mais Oprah a persisté, aggravant encore la situation déjà délicate. Mary-Kate a bien caché ses difficultés, même à ses proches. Denny Gordon, le directeur de New York Minute, se souvient avoir mangé avec elle et n'avoir rien remarqué d'inhabituel. Dr. Drew Pinsky, qui jouait son père dans le film, n'a également vu aucun signe. Cette capacité à masquer leur douleur est courante chez les personnes souffrant de troubles de l'alimentation. Dans une interview accordée à elle en 2008, Mary-Kate s'est enfin confiée sur son anorexie. Elle a parlé de la difficulté de demander l'aide et d'être honnête avec soi-même. « Je ne veux pas vivre ma vie les yeux fermés », a-t-elle déclaré. Pendant que Mary-Kate se débattait dans les coulisses, le monde continuait de regarder. Des rumeurs d'addiction à la cocaïne commencent à circuler, alimentées par la maigreur prononcée et l'image que les médias véhiculent comme une fêtarde invétérée. Les jumeaux se sont même moqués de la situation lors d'un épisode de Saturday Night Live. En criant « Tu es si maigre, mange un sandwich ». Mais la réalité était tout sauf drôle. À 17 ans, Mary-Kate n'avait que peu d'influence sur son traitement. Ses parents étaient toujours ses tuteurs légaux. Au cours de son premier semestre à NYU, elle a décidé de suivre un traitement ambulatoire. Mais même ce projet a échoué. Comme si combattre leurs démons personnels ne suffisait pas. La quête de Mary-Kate et Ashley Olsen d'une vie normale à NYU est devenue un nouveau champ de bataille. Ils fondaient de grands espoirs sur leur expérience universitaire et se sont inscrits en septembre 2004. Les jumeaux ont investi 7,3 millions de dollars dans un penthouse de West Village dans lequel ils n'ont jamais emménagé, renonçant à la vie typique d'un dortoir universitaire. Mais ces rêves d'études supérieures se sont rapidement brisés. Des rapports ont rapidement fait surface selon lesquels les jumeaux en avaient complètement fini avec cela. Mary-Kate en particulier a été surprise en train de sauter des cours. Il y a eu des spéculations selon lesquelles elle pourrait poursuivre une sorte de programme d'études indépendant pour équilibrer sa vie entre New York et Los Angeles. Finalement, Mary-Kate a pris un congé, ce qui a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle suivrait un deuxième traitement pour les troubles de l'alimentation. En fait, elle disposait déjà d'un solide système de soutien comprenant des équipes de thérapeutes, de nutritionnistes et de nutritionnistes. Ashley a rapidement emboîté le pas. La pression de sa renommée l'empêchait de se sentir en sécurité à l'école. Entre Spencer Pratt, le méchant autoproclamé de The Hills,
En 2007, il a affirmé avoir gagné 50 000 $ en vendant une photo de Mary-Kate en train de boire lors d'une fête. Cette trahison a déclenché une querelle au cours de laquelle Pratt a fait des commentaires désagréables sur Mary-Kate. Ce n'était qu'un exemple de la façon dont chacun de leurs mouvements était scruté et souvent exploité à des fins lucratives. Ils avaient également une entreprise florissante à gérer. Abandonner NYU n'était pas seulement une question de vie privée, c'était aussi une question de survie. Sa vie était un régal pour les tabloïds bien avant l'université. Depuis le divorce de leurs parents jusqu'à leur adolescence, les Olsen étaient des chouchous des médias qui sont devenus des icônes de la mode. Bien qu'ils aient produit d'innombrables films et émissions spéciales directement en vidéo, ils étaient surtout connus pour leur renommée. Plus ils approchaient de leur 18e anniversaire, plus le public devenait curieux de chacun de leurs mouvements. Au début des années 2000, l'essor d'Internet a entraîné un nouveau niveau d'intrusion. Des sites web sont apparus avec des comptes à rebours jusqu'au 18e anniversaire des jumeaux, célébrant leur âge adulte de la manière la plus effrayante. Ces sites s'ajoutent à la sexualisation déjà répandue à laquelle ils sont confrontés. Être une enfant star est déjà assez difficile. Être aux yeux du public à l'adolescence est un tout autre cauchemar. Chaque décision et chaque comportement est scruté et souvent transformé en fausses histoires. Dans l'un de ces cas, Ashley a poursuivi le National Enquirer pour 40 millions de dollars pour une photo trompeuse et un titre suggérant qu'elle s'était évanouie à cause de sa consommation de drogue. La publication a ensuite présenté des excuses et des corrections, mais le mal était fait. Ce type d'examen invasif était une constante dans sa vie. Ashley se souvient avoir été très en colère et sur la défensive lorsqu'un journaliste lui a posé des questions sur sa virginité avant qu'il n'ait l'âge légal. Elle l'a décrit comme son pire cauchemar et a souligné la nature intrusive de sa renommée. L'attention incessante faisait qu'il était difficile pour les jumeaux de maintenir un semblant de normalité. Leurs tentatives de s'intégrer dans le milieu universitaire ont été contrecarrées par la renommée qui leur avait valu le succès. La fascination du public pour leur vie, couplée à l'appétit insatiable des tabloïds pour le scandale, ne leur laissait que peu d'intimité. Malgré ces défis, Mary-Kate et Ashley ont continué à diriger leur empire commercial. Le groupe Dual Star Entertainment a connu un énorme succès, produisant des films, des livres et des lignes de vêtements. Mais le bilan de sa renommée était évident. La pression pour maintenir son image publique tout en traitant de problèmes personnels était immense. Comme si leur vie n'était pas déjà sous surveillance, les habitudes tabagiques des jumeaux Olsen sont devenues une autre source de fascination du public. Il fut un temps où Mary-Kate et Ashley affirmaient ne pas fumer ni boire. Dans une interview avec Rolling Stone en 2003, ils ont insisté sur le fait qu'ils étaient clean, mais les choses ont changé. Le passage aux pauses cigarettes habillées à la mode semblait marquer un nouveau chapitre de sa vie. Les médias étaient obsédés par cette habitude. C'est peut-être l'image des jumeaux, que l'on voyait souvent fumer ensemble, qui ajoutait à leur mystique. C'était l'un des rares aperçus que le public a eu de leur lien privé. Ils se sont retirés des projecteurs et ne nous ont laissé que ces instantanés. Cool. Distant et toujours une cigarette à la main. Rachel Handler de Vulture a parfaitement capturé ce sentiment, se demandant pourquoi les photos des jumeaux Olsen fumant semblaient si apaisantes. Life and Style était plus critique et attribuait son apparence émaciée au tabac. La page 6 a même révélé des détails sur le mariage de Mary-Kate, où des bols et des bols remplis de cigarettes étaient disposés pour les invités. Son habitude de fumer semblait presque rebelle, un petit acte de défi face à un examen constant. Mais cela indiquait également le stress et la pression auxquels ils étaient soumis. L'engagement de Mary-Kate envers cette habitude était si fort qu'elle a été réprimandée à 2 reprisées pour avoir fumé à l'intérieur lors d'une soirée de la Fashion Week de New York en 2010. La dépendance des jumeaux était évidente et ils étaient prêts à compromettre leur professionnalisme pour un moment de soulagement. Au milieu du tourbillon de cette public, la vie amoureuse de Mary-Kate Olsen est un sujet d'intrigue. De l'artiste Loman à Max Winker, fils de l'acteur Henry Winkler. En passant par son ex-mari Olivier Sarkozy, les relations de Mary-Kate ont souvent été sous le feu des projecteurs médiatiques. Mais une prétendue romance se caractérise par sa fin tragique. En 2008, des rumeurs ont commencé à circuler sur la relation de Mary-Kate avec l'acteur Heath Ledger. Salon People. Ils sortaient ensemble depuis 3 mois. Ils n'étaient pas sérieux, appréciant simplement la compagnie de chacun et partageant un amour mutuel pour les Marlboro Reds.
C'était une connexion éphémère, mais d'une grande importance pour l'histoire de la vie de Mary-Kate. Le monde a été choqué lorsque Heath Ledger a été retrouvé sans son appartement. Le New York Times a rapporté que Diana Wallacin, la masseuse qui a découvert Ledger, avait appelé Mary-Kate à 2 reprises avant de composer le 9-11. À l'aide du numéro abrégé de Ledger, Wallacin a contacté Mary-Kate, qui se trouvait alors en Californie. Mary-Kate aurait promis d'envoyer sa sécurité privée pour l'aider, indiquant le lien étroit qui les unissait. Ledger ne répondant pas, Wallacin a appelé le 911 et a tenté de le réanimer, mais il était trop tard. La mort de Ledger a été considérée comme une surdose accidentelle de médicaments sur ordonnance. L'incident a jeté une ombre sur Mary-Kate, qui aurait refusé de coopérer avec les enquêteurs sans immunité contre de futures poursuites. L'affaire a finalement été abandonnée faute de cibles appropriées pour l'enquête. Après avoir navigué dans les eaux turbulentes de la gloire et des luttes personnelles, Mary-Kate et Ashley Olsen ont décidé de s'éloigner des yeux du public. Depuis le second rôle de Mary-Kate dans le film Beastly de 2011, les jumeaux sont devenus des énigmes hollywoodiennes. Vêtues de vêtements, couture surdimensionnée et de cheveux longs et ébouriffés, elles sont rarement vues, sauf lors d'événements soigneusement sélectionnés comme le Met Gala ou la Fashion Week, où elles font la promotion de leur marque de mode. Les jumelles Olsen sont désormais plus souvent vues dans les pages des magazines de mode qu'à l'écran. Nous sommes habitués à être de l'autre côté de la caméra et à gérer le processus. Donc nous avons du mal à faire des séances photos maintenant, a déclaré Mary-Kate à The Edit de Net-a-Porter en 2017. Leur transition d'acteur à mania de la mode s'est faite sans heurts. Mais il est clair qu'ils préfèrent l'ombre au projecteur. Contrairement à beaucoup de leurs homologues hollywoodiens, vous ne trouverez pas les Olsen sur les réseaux sociaux. Ashley a mentionné sur The Edit qu'ils n'avaient pas plongé dans ce monde et qu'ils étaient restés plutôt à l'abri. Son premier selfie public, publié sur l'Instagram de Sephora en 2016 pour promouvoir sa marque Elizabeth & James, a été un événement rare et significatif. C'était chic et sans effort comme prévu. Mais ne vous attendez pas à une répétition. Son retrait du public s'étend également à ses racines. À la grande déception des fans, ils ont refusé de participer au redémarrage de Fuller House. Les jumeaux ont pleinement assumé leur rôle de créateurs de mode et dirigent un impère d'1 milliard de dollars tout en gardant leur vie personnelle extrêmement privée. En tant que magnat de la mode, Mary-Kate et Ashley Olsen ont bâti une marque de luxe qui suscite l'attention et le respect de l'industrie. Sa marque The Row est connue pour ses créations minimalistes de haute qualité, avec des robes coûtant souvent environ 6 500 $. Cela peut sembler astronomique pour la plupart. Mais cela correspond à d'autres marques de luxe comme Bottega Veneta et Lanvin. En 2011, ils ont même réussi à vendre un sac à dos en alligator d'une valeur de 39 000 $, malgré les réactions négatives des militants des droits des animaux. Cependant, son parcours dans le monde de la mode n'a pas été sans controverse. En 2015, ils ont fait face à un recours collectif de la part d'anciens stagiaires de The Row, dirigés par Shahista Lalani, diplômé de la Parsons School of Design. Les stagiaires ont accusé Dual Star Entertainment Group de vol de salaire. Lalani a affirmé qu'elle travaillait des semaines exténuantes de 50 heures, accomplissant des tâches normalement assignées aux employés rémunérés. Elle a même déclaré qu'elle avait été hospitalisée pour déshydratation après avoir porté de lourds trench coats dans une chaleur étouffante. « Vous êtes comme un employé, sauf que vous n'êtes pas payé », a-t-elle déclaré à Page Six. Les conditions de travail difficiles ont fait pleurer de nombreux stagiaires, alors qu'ils effectuaient des tâches simples comme boire du café et photocopier. Le procès affirmait que les stagiaires auraient dû être rémunérés pour leur travail par le salaire minimum et les heures supplémentaires. Bien que les représentants des Olsen aient qualifié le procès d'infondé, ils ont finalement réglé l'affaire à l'amiable. Le règlement prévoyait le paiement de 140 000 $ à répartir entre 145 stagiaires, reconnaissant les difficultés de ceux qui ont contribué à son empire de la mode. Le parcours de Mary-Kate et Ashley Olsen a été semé de hauts et de bas, et les dernières années n'ont pas fait exception. Le mariage de Mary-Kate avec le banquier français Olivier Sarkozy a souvent été marqué par des démonstrations publiques d'affection maladroite, mais à huis clos, les choses étaient loin d'être parfaites. En avril 2020, Mary-Kate a demandé le divorce. Cependant, le COVID-19 avait temporairement suspendu les demandes de divorce à New York. En désespoir de cause, elle a demandé une ordonnance d'urgence en mai,
affirmant que Sarkozy avait résilié le contrat de location à son insu et tentait de la forcer à quitter l'appartement. Sarkozy lui aurait donné un délai serré pour retirer ses affaires, une tâche rendue impossible par les directives de quarantaine de la ville. Lorsqu'elle a demandé une prolongation, il l'aurait ignorée. Dans cette situation stressante, Mary-Kate a cherché refuge auprès d'Ashley et de ses amis hors de la ville. Malgré le chaos, elle a eu un mariage qui lui a apporté une certaine protection au milieu de la tourmente. Pendant que Mary-Kate s'occupait de ses problèmes personnels, les jumeaux ont vécu une autre perte déchirante. Son père bien-aimé de la télévision, Bob Sajay, est décédé subitement en janvier 2022. Sajay avait toujours entretenu un lien étroit avec ses filles de télévision, dont Mary-Kate et Ashley. Malgré leur absence du redémarrage de Fuller House, Sajay est resté attentionné et en contact régulier avec eux. Après sa mort, les jumeaux ont exprimé leur profonde tristesse et l'ont appelé l'homme aimant, compatissant et généreux. Ils ont assisté à ses funérailles et ont rendu hommage à l'homme qui a joué un rôle important dans leur vie. Ashley Olsen a également été aux prises avec de nombreux problèmes de santé au fil des ans. En 2015, on lui a diagnostiqué une maladie de Lyme à un stade avancé, ce qui a compliqué son travail et l'a éloigné de la vue du public. La maladie l'a laissé hagarde et souvent maussade, une période difficile qui a démontré sa résilience. En 2016, Ashley a de nouveau connu une grave crise de santé suite à une opération de chirurgie esthétique bâclée. L'opération a provoqué une nécrose, provoquant un gonflement, des bleus et un noircissement de son visage. Le traitement de cette maladie a nécessité une oxygénothérapie intensive, ce qui l'a secoué. Malgré cette expérience traumatisante, Ashley ne se laisse pas décourager par les procédures futures, même si elle sera plus prudente dans ses décisions.